Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Atelier de la mode pour une émission spéciale qui vous est consacrée, Chantal Thomas. Bonjour, vous allez bien? Très bien, oui. Alors, on va revenir sur votre parcours de créatrice de mode et ce n'est pas un long fleuve tranquille. On vous surnomme la dentelière de charme. C'est vous qui avez bousculé le vestiaire intime et fait passer les dessous dessus. Vous aimez jouer des codes et ce sont des images de la femme que les féministes vous ont souvent reprochées à différentes époques. Chantal Thomas, c'est votre nom, mais c'est aussi le nom de votre marque et vous êtes l'une des rares créatrices de lingerie de luxe. Globalement, c'était comment 2005? Ah, 2005, c'était pas mal. Non, c'était une belle... Oui, c'était une belle année. Il s'est passé des choses. J'ai la boutique qui se passe très bien. Donc, c'est tout ce nouvel univers qui me plaît beaucoup. J'ai travaillé sur des projets pour 2006. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de voir passer l'année. Et vos souhaits pour 2006? Que ça continue, que ce rêve continue? Que ça continue à bien marcher, ouvrir d'autres boutiques sur le même modèle et puis faire beaucoup de choses parce qu'en fait j'adore travailler, j'adore ce que je fais. Vous êtes une folle de travail, ça c'est ce qu'on va voir tout au long des films et tout au long de cette émission. Alors on commence par le début. Je vous propose qu'on plonge dans l'univers de votre enfance. C'est tout de suite. Chantal voit le jour en 1947. Maman est à la maison et papa ingénieur dans l'industrie. La famille gentille coule des jours paisibles à Vanves, en banlieue parisienne. C'est une très jolie photo de Chantal, petite fille, dans les bras de sa maman. Sa maman est super souriante. Et clairement, on voit que Chantal fait la gueule. je peux pas. Voilà, elle n'est pas joyeuse du tout. Enfant unique et chouchoutée, la petite fille fait pourtant la moue. Son environnement est peut-être un peu trop tranquille à son goût. On faisait des repas de famille qui duraient jusqu'à 5 h de l'après-midi, où on sortait les bons vins, les bons plats, les bons trucs. En vacances, c'était pareil. Les papas allaient à la pêche, les mamans cuisinaient la pêche des papas. C'était un milieu très traditionnel, français, petit bourgeois. En fait, Chantal s'ennuie. Donc elle se rebelle et rêve déjà d'une autre vie. Elle refusait de manger, elle faisait, comme on tournait sa mère en bourrique, elle faisait la tête, elle était assez grognonne, elle était très exigeante. Elle refusait relativement l'autorité de ses parents. Voilà, Chantal n'est pas sur la photo, mais elle était là, on était tous en vacances, puisque moi je suis là. Ça c'est la maman de Chantal, ma mère, notre grand-mère qui est un peu cachée derrière une autre dame ici, et elles ont toutes les trois des tabliers. Parce que c'était comme ça, la robe, années 50, et le petit tablier de bonne cuisinière, bonne ménagère. Et quand j'ai vu, je regarde cette photo, je me dis, je crois que tout ça, c'est tout ce que Chantal n'avait pas envie de devenir. Voilà. Et je ne trompe pas. Le côté popote, très peu pour elle, merci. D'ailleurs, l'école ne la séduit pas non plus. Ado, elle passe ses vacances à Montfort-l'Amaury, où vit une partie de sa famille. L'été de ses 15 ans, elle rencontre l'amour. Il s'appelle Bruce Thomas, son futur mari. Le même, 40 ans après. Ah bah attends, il y a son oncle qui est là, qui passe, attends, ça c'est incroyable. Je te jure. Je sais qu'on se parle plus beaucoup, mais on peut se faire une bise quand même. Allez, moi j'y vais. Il va même pas, qui sait. C'est pas que ça. Non, mais non. Bon. Non. Vous vous rappelez pas de ça? La tante. Chantal, ma nièce alors. Oui. Et ça? Chantal, son mari. Bah, et son mari, c'est moi. Bruce. Ben oui. Mais c'est pas possible. Oui, oui. Oh. Ah, mais est-ce qu'il est Tonton. beau? Oh non, je croyais pas. On s'est pas parlé pendant combien? 10 ans? Hein? On s'est même engueulé, on se parlait plus, on était fâchés. Ah non, mais c'est pas fini, vrai. c'est fini. C'est pas ça. C'est fini? C'est vrai? Allez. Oui, c'est fini. Moi, j'étais aux Beaux-Arts. J'étais aux Arts appliqués, après aux Beaux-Arts. Donc, j'avais une formation artistique. Mon père était artiste, donc ma maman aussi. Donc, si vous voulez, donc c'était vraiment... Je lui ai apporté une espèce d'ouverture. Et à travers moi, elle a eu, je pense, une espèce de bouffée d'oxygène qui lui a plu, qui lui a donné
qui lui a donné des ailes et qui lui a permis de s'épanouir. Donc Bruce et Chantal se marient et s'installent à Montfort. La vie est plutôt babacool et les copains défilent. Là, je suis un peu ému là, de revenir. Là, vous êtes à l'origine, la maman habitait là et nous, on habitait là. On vivait là et on recevait tous nos copains. Il y avait des Thierry Mugler, Castelbajac. Ils sont tous venus ici, on faisait des soirées. C'était la fête, c'était 68, hein, alors beaucoup de pétards et tout ce qu'il fallait. Bon, à part moi qui fumais pas, mais tout le monde, c'était très joyeux. À l'époque, Bruce peint des foulards pour se faire des sous et Chantal a l'idée d'en assembler quelques-uns pour se faire une robe. À une soirée, les Jacobson, propriétaires de la boutique Dorothée Bis, flashent sur cette création maison. Ils lui proposent immédiatement de commercialiser le modèle. Elle a été en vente dans cette boutique et passe un autre personnage qui s'appelait Jean-Marie Rivière, qui avait une boutique très connue à l'époque, qui était au-dessus du Café des Arts à Saint-Tropez, et qui voit cette robe et qui dit « Je la trouve géniale, j'en veux 20 ». Et la première robe, pratiquement, a été achetée par Michel Mercier. Et elle fait la couverture du Jour de France. Et la deuxième, ça a été Bardot. On n'avait aucune conscience, en aucun cas, qu'on aurait du succès. Mais en tout cas, on en voulait. Et puis soudain, on s'est réveillé un matin, on avait tous des couvertures de Elle, on appartenait à une génération qui devait grandir. Et chacun a quelque part commencé à construire autour de ça. Ce succès immédiat pousse Bruce et Chantal à créer leur marque. Ce sera Térébenthine, qui reste abonnée au système D. On vivait au marché Saint-Pierre. On achetait des lots de tissus qui sentaient tellement mauvais que les gens nous retournaient les robes parce que c'est pas qu'elles ne plaisaient pas, c'est qu'elles sentaient mauvais. On a même acheté des lots de serpillères. On a fait des robes dans des serpillères. Et ça marchait, ça plaisait. Dans la foulée, en 71, ils organisent leur premier défilé et là encore, c'est la débrouille. Moi, je peignais les chaussures au fur et à mesure que les robes passaient. J'avais des bombes. Je voyais une robe rouge, je mettais la robe rouge, et la fille, elle partait, ça craquait un peu, puis elle revenait, on enlevait, on changeait la couleur de chaussures. Bon, c'était des trucs de fou, je veux dire, aujourd'hui, c'est impensable. Des silhouettes baby-doll, des couleurs, de l'humour, de la fantaisie. Déjà, Chantal a trouvé son style. Dans le style de Chantal, il y a cette dimension d'une aristocratie populaire. Et chez Chantal, il y a eu une évolution de son style qui est partie de cette forme de naïveté que j'évoquais avant, à quelque chose qui est devenu de plus en plus raffiné. Alors, cette enfance, de l'ennui, beaucoup d'ennui? Oui, je pense qu'effectivement, je ne me suis pas beaucoup amusée quand j'étais petite fille. Enfin, je me suis assez vite rendu compte que le milieu ne me convenait pas vraiment, qu'il ne se passait pas grand-chose. Et dès que j'ai découvert, je ne sais pas, vers 11 ans, à partir de la 6e, dès que j'ai découvert qu'ailleurs, il pouvait se passer des choses, j'ai eu très, très vite envie de changer. Oui, et de bouger. Et puis bon, j'avais une maman à la maison, donc j'avais surtout pas envie de faire la même chose. J'avais envie de travailler, j'avais envie de sortir, j'avais envie de voir des choses. Et puis c'était la fin des années 60. C'était une période où tout à coup, tout a bougé, la musique. C'était une espèce de... Il y a eu une révolution, quelque part. Vous rêviez d'épouser Elvis Presley, de ressembler à Marilyn Monroe? Non, même pas Elvis Presley, parce qu'Elvis Presley, c'était un petit peu la génération d'avant. Moi, j'étais la génération Rolling Stone, Beatles... Non, mais j'avais envie, c'était aller à l'île de White, c'était les concerts, c'était une vie un peu hippie d'ailleurs au début, c'est vrai. Et puis, l'été de vos 15 ans, vous croisez Bruce Thomas. J'ai croisé Bruce effectivement très très jeune, oui, j'avais 15 ans à Montfort-l'Amaury où je passais mes week-ends et mes vacances de temps en temps. Et Bruce, ses parents avaient aussi une maison, donc on s'est rencontrés et effectivement ça a été le coup de foudre. Et puis, bon, pendant 2-3 ans, on est sortis ensemble un petit peu, et puis plus du tout, et puis revient. Et on s'est mariés très jeunes. Je me suis mariée à 18 ans. Et là, lui, il est à l'école des Beaux-Arts, qu'il peint ses tissus que vous assemblez. C'est en fait assez rapidement une association de travail aussi. Hein. Oui, en fait, l'histoire d'amour et une association de travail. Je ne savais pas quoi faire, en fait. Je détestais, enfin, j'aimais pas du tout la scolarité. Alors j'ai essayé 2-3, j'ai fait un peu mannequin, j'ai fait 2-3 petites choses. Mais très vite, ma seule passion était en fait d'acheter les magazines, de regarder le Elle, de dévorer les journaux de mode et d'aller faire les boutiques. Donc très tôt, j'ai été passionnée par ça. Et c'est vrai que très vite, ma mère était couturière quand elle était plus jeune. Donc elle me faisait des robes. Et très vite, je lui ai fait faire les premières robes dans les foulards de Bruce.
Donc en fait, au-delà, c'était vraiment une association de famille, une histoire de famille finalement. Votre mère confectionne les robes, Oui, Bruce enfin, ça peint a les duré- tissus oui, et absolument. vous êtes votre premier mannequin en réalité. Absolument, complètement, oui. Puis c'était une époque où on sortait beaucoup. À 18 ans, on passait nos soirées dans les boîtes de nuit, on rencontrait des gens. Et chaque fois, c'était extrêmement extravagant ce que je portais pour l'époque. Donc évidemment, on me regardait. On me regardait et on me parlait de mes vêtements. On me disait, mais ce que tu portes, ça se trouve où? Tu l'as acheté où? Etc. Donc il s'est trouvé que j'ai rencontré Dorothée Bige, Ellie Jacobson, et puis qui m'a dit, c'est bien, j'ai rencontré 2-3 personnes, et c'est parti comme ça, c'est parti en 3 mois. Et là, on s'est dit, voilà, on va en faire un métier. Je vais faire des collections, on va en faire un métier. Donc c'est une toute petite entreprise familiale au début. Et là, c'est Michel Mercier, Brigitte Bardot, qui portent vos premières robes. Oui, les en fait. premières robes, elles ont été portées par, c'était 3, je ne sais plus qui était la 3e, mais c'était aussi une star. Et c'est vrai que ce que dit Jean-Charles est vrai, ça nous est arrivé très vite. Vous compreniez ce qui se passait à ce moment-là? Parce que c'était inouï. Écoutez, j'ai trouvé ça normal. J'ai l'impression d'avoir trouvé ça normal. Parce que ça a été si vite et que j'étais très jeune. Donc tout de suite, ça a été les magazines, les journaux. Et puis c'était aussi une période où il n'y avait pas autant de créateurs que maintenant. Il n'y avait pas autant d'écoles de mode. Donc très vite, les journalistes étaient intéressés. On avait des photos un peu partout. Ça plaisait. Et les clients arrivaient tout seuls. Je veux dire, on n'avait pas besoin de les chercher. Je veux dire, on avait tout de suite la meilleure boutique d'Aix-en-Provence, de Marseille, de New York. En un an, ça s'est fait très vite. Et vous étiez l'une des rares femmes avec Jean-Charles de Castelbajac. Oui, c'était toute une bande de potes. C'était quoi? On était Elle ressemblait à quoi la vie à ce moment-là? Oh, ben, la vie, elle était très drôle, effectivement. Bruce raconte qu'on avait cette petite maison, en fait, qu'on avait plus ou moins construite dans le jardin de mes parents. On a vécu là pendant une dizaine d'années et c'était les week-ends. Thierry Mugler arrivait, il avait un camion à l'époque. Donc Jean-Charles passait avec le peintre Malaval, Agnès Bourgois, Agnès B venait aussi, Corinne Grandval qui était styliste chez Cacharel. Et on se retrouvait effectivement à faire des week-ends, des pique-niques dans le jardin. C'était très, très baba. C'était très beatnik. Oui. Et puis on sortait, la semaine, c'était les sorties nocturnes dans les boîtes de nuit. Et vous échangez vos points de vue complètement, on passait sur les modes moi, et les styles. je me souviens, c'était drôle d'ailleurs, parce que je me souviens, au début, on passait des week-ends à éplucher les magazines de mode, alors à regarder, à critiquer, à dire « Oh, celui-là, il a fait ça », et à critiquer la couture, par exemple, parce qu'on trouvait, nous, quand on avait 20 ans, 22 ans, on trouvait que la haute couture de l'époque, c'était tout à fait très dame et pas du tout mode. Donc on passait nos journées à éplucher. On était très branchés mode, on ne pensait qu'à ça. Vous ne viviez que pour ça? Oui, complètement. Oui. Et quand Jean-Charles de Castelbajac dit que vous aviez un style aristocrate populaire qui est devenu de plus en plus raffiné au fil des années. Oui, mais je pense qu'en fait, j'ai appris, si vous voulez, j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire que je n'avais pas fait d'école de style. Il faut dire qu'il n'y en avait pas. Il y avait la chambre syndicale de la couture et c'est tout ce qui existait à l'époque. Il y en avait très peu. Et ce qu'on faisait, le style qu'on avait envie de faire, c'était innover. Et ça n'existait pas. Personne ne l'avait fait avant. Donc, j'ai appris petit à petit. J'ai commencé en faisant des choses très naïves, c'est vrai. Parce que d'abord, j'avais un côté petite fille. Enfin, j'ai accentué ce côté petite fille. Et en plus, parce que je ne savais pas faire autre chose au niveau de la fabrication. Enfin, c'était très simplifié parce que je n'avais pas la connaissance. J'ai raffiné après parce que j'ai appris. Parce qu'en 7-8 ans de travail, j'ai découvert, en fait, avec les livres, ce qu'avait été la mode, l'histoire de la mode, l'histoire de la couture, et puis les matières, les tissus, etc. Et effectivement, ça s'est affiné, c'est devenu de plus en plus sophistiqué. On va poursuivre tout de suite, c'est bien votre parcours de créatrice de mode. On va voir qu'il y a une solide femme d'affaires hein oui. derrière tout cela, que vous avez un sens de la communication et du marketing et que vous nous direz si c'est vrai que très vite vous comprenez que pour être connu, il faut être vu. En 1975, Chantal Thomas abandonne Terre et Bantine pour créer sous son propre nom. Et pour imposer sa marque, elle va construire une image forte autour de son personnage. Changement de look radical, elle adopte une coupe de cheveux à la Louise Brooks, des lèvres rouges sang et une éternelle tenue noire. Ce personnage, c'est elle qui se l'est inventé. Je crois d'un coup, elle s'est rendue compte que c'était son métier, c'était ce qu'elle aimait, c'était sa voix, c'était sa destinée, et puis c'est tout. Pour imposer son nom, Chantal fait aussi appel quelques années plus tard au publicitaire Benoît Devarieux. Il invente le logo silhouette et accentue la théâtralité autour de la créatrice.
Par moment, la marque n'obéit pas forcément à la même logique que la personne. Et qu'on peut avoir certains attributs sur la marque qui ne sont pas forcément les qualités de la personne. Ça, c'est la grande intelligence de Chantal Thomas, c'est d'avoir compris ça. Et donc d'avoir pu effectivement laisser la communication quelquefois exprimer des choses qu'elle n'aurait pas spontanément en tant que personne exprimées, mais qui ont permis effectivement de donner une certaine résonance à tout ce qui se faisait, à tout ce qu'elle faisait, et d'avoir une certaine sympathie et connivence avec son public. Ma première réaction, c'est que je me suis dit, oh, mon Dieu, elle va être prisonnière de cette frange. Elle va être prisonnière de ce profil, un peu peut-être comme Mireille Mathieu est prisonnière aussi de sa coupe de cheveux, puisque dès qu'elle veut en changer, il y a des tollés de protestation de la part de ses fans. Ma première réaction, ça a été de dire, oh là là, elle ne va pas garder toute sa vie, elle ne va pas être obligée de toute sa vie de garder cette frange si on la reconnaît uniquement par ses franges. La campagne, en tout cas, est un véritable succès. Les ventes décollent si bien que l'entreprise a vite besoin de fonds supplémentaires. En 85, Chantal appelle donc à la rescousse un groupe d'investisseurs japonais. C'était le deuxième groupe textile du Japon, le groupe World, un groupe hyper puissant, et qui nous a amené des chiffres à 4 zéros ou 5 zéros, je ne sais plus combien, ça faisait par dizaines de millions de francs, dans le capital de la société. Et d'un seul coup, alors, tout était possible. Faire venir les mannequins qu'on voulait, faire les plus grands défilés, prendre des showrooms fabuleux de 1000 mètres carrés. Bon, est-ce que c'était bien ou pas bien? Malheureusement pour Chantal, au bout de quelques années, la lune de miel se transforme en cauchemar. La lingerie n'a pas de chance avec les Japonais. Chantal Thomas avait vendu la majorité des parts de sa propre entreprise, spécialisée dans la création de lingerie de luxe, à un groupe japonais. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les Japonais la licencient, mais gardent son nom. Elle n'aura même plus le droit de créer du Chantal Thomas. C'est la première fois qu'on a réalisé que finalement, le capital, le patrimoine le plus important d'un créateur avec son talent, c'était son nom. Quand son nom était sa marque, évidemment. Et que finalement, c'était peut-être le bien le plus précieux à protéger ou à monnayer. Dépossédée de sa marque, Chantal est immédiatement embauchée par la concurrence. Elle décide alors de retarder son divorce pour pouvoir signer ses collections Madame Chantal Thomas. Un tour de passe-passe qui lui permet de récupérer ce nom sur lequel elle a tout construit. On n'a jamais divorcé, particulièrement à cause de ça, parce que c'était un moyen vis-à-vis des autres de dire, bah, attendez, c'est son nom, Madame Thomas. Si on avait divorcé, on pourrait dire, oui, elle continue à utiliser son nom d'ancien mari. Là, c'était son nom de femme. Donc, quand elle signait une collection ou qu'elle signait un article, on mettait Madame Chantal Thomas. Et ça, les Japonais n'ont rien pu faire contre ça. Ils ont fait tout. Ils ont fait des histoires, des huissiers, des machins, mais ça, c'était son nom. Ses anciens associés ayant perdu la partie, Chantal rachète sa marque en 1998 avec l'aide de ses nouveaux partenaires américains. Mais depuis, la créatrice n'a pu relancer sa ligne de prêt-à-porter. Je pense qu'elle en a la nostalgie de plus dessiner, d'imperméables, de manteaux, de robes, enfin bon, et de cantonner son expression artistique exclusivement à la lingerie. Alors pourquoi elle ne revient pas au prêt-à-porter? Ça, je ne sais pas bien. Je dois dire que je n'ai jamais pensé à le lui demander. Mais peut-être qu'il faudrait le faire. La nostalgie du prêt-à-porter, Chantal Thomas? Quelque part, oui. Oui, c'est parce que c'est vrai que j'avais l'impression... En fait, ce qui m'a le plus manqué, c'est... j'avais l'impression... Je faisais partie d'une famille. Il y avait la chambre syndicale, il y avait des défilés tous les 6 mois, il y avait la presse. Donc c'est vrai que pendant 2 ans, ça m'a beaucoup fait souffrir de pas... Alors en même temps, c'était extrêmement reposant de ne pas avoir ce stress des collections tous les 6 mois. Bon, et puis le problème, c'est que ça a duré trop longtemps. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de 2-3 ans, j'aurais pu reprendre sans problème le prêt-à-porter. Mais bon, il se trouve que mes actionnaires nouveaux ne s'intéressaient qu'à la lingerie. Et c'est vrai qu'il faut savoir que ma notoriété était 100 fois plus forte en lingerie. Il se trouve qu'en lingerie, j'ai fait des choses qui ont fait que, mondialement, j'ai été reconnue, que ces 3 ans où je n'ai pas pu utiliser mon nom, enfin où je pouvais pas utiliser la marque, on m'a demandé d'être consultante que pour de la lingerie. Sarah Lee, Woolford, Victoria's Secret. Oui, absolument. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis petit à petit, le temps a passé. Je me suis remis à fond dans la lingerie. Alors que finalement, ce qui était très amusant, c'est que cette lingerie qui, pendant 10 ans, a été pour moi, en fait, c'était une licence. Enfin, c'était secondaire.
La lingerie, c'est très drôle parce qu'en fait, il y avait 3 minutes de défilé de lingerie sur 30 minutes. Mais l'image que tout le monde retenait, en fait, dans le monde, les télévisions, les photos, c'était la lingerie. Parce qu'en fait, dans les autres défilés, il n'y avait pas de lingerie. Et il n'y avait pas de femmes très déshabillées non plus comme maintenant. On va revenir sur ce look. Jean-Jacques Picard se pose la question, se demande, mais est-ce que Chantal Thomas ne s'est pas lassée de cette coupe de cheveux à la Louise Brooks, de ses lèvres rouges et de ses vêtements noirs? Non, je ne me suis pas lassée. Moi, j'ai l'impression un peu quand même de changer de temps en temps. Ils sont plus ou moins longs, la frange est plus ou moins longue. Mais c'est vrai que je ne me suis pas lassée. C'est vrai que Benoît a beaucoup... Si vous voulez, quand j'ai rencontré Benoît Devarieux, qui lui était chez Saatchi, directeur de création. Absolument. C'est lui qui a vraiment mis en valeur, en fait, le logo, qui a créé toute cette communication autour de moi. Et je n'étais pas toujours d'accord, parce que moi, justement, j'étais assez timide et je ne voulais pas me montrer comme ça. Je voulais montrer mon travail, mais je ne voulais pas me montrer moi. Et puis, il m'a convaincue et je lui ai fait confiance, parce que c'est un monsieur de grand talent. Et c'est vrai qu'il a bien su faire, il a bien su marquer les choses. Alors non, ça ne me gêne pas. Sincèrement, ça ne me gêne pas. Je m'imagine pas autrement. Et j'ai pas l'impression que ça vieillit. Enfin, je veux dire, bon, peut-être qu'un jour j'aurai envie de changer, c'est possible, mais pour l'instant, ça ne me gêne pas du tout. Et ça cartonne. En 1985, ça marche du tonnerre. Oui. À tel point que vous cherchez des investisseurs pour vous développer. Notamment, il y a Bernard Tapie qui vous fait de l'œil, mais vous refusez. Oui, il y en a eu plusieurs. Bon, je cherchais, en fait, si vous voulez, à trouver des gens qui comprennent la marque et qui ne veulent pas une rentabilité tout de suite. Il y avait encore beaucoup à construire. Et puis, c'est vrai ce que Bruce a dit. On avait envie de faire des plus beaux défilés avec des top modèles, avec des belles boutiques, etc. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, ça a très bien marché. C'est vrai qu'au Japon... Pourquoi avoir choisi des Japonais comme partenaires et comme investisseurs? Mais vous savez, c'était une époque, dans les années 80, les Japonais étaient très sensibles à la mode française, étaient très puissants. Et effectivement, en quelques années... Et puis, il n'y a pas eu de Français à l'époque qui m'ait semblé aussi intéressant. Donc les Japonais, ça a été formidable. On a ouvert, je ne sais pas, on a fait 35 ou 40 boutiques au Japon. On a ouvert des boutiques un peu partout en France, à l'étranger. Un showroom magnifique. On a eu quelques années formidables. Bon, il se trouve que les trois dernières années l'ont été beaucoup moins. C'était quoi, un rêve de grandeur assouvi, quelque part? Oui, je pense qu'on a toujours envie d'aller plus loin. On n'est jamais... Enfin, moi, je suis toujours, à la limite, mécontente de ce qui se passe. Enfin, je veux dire, je ne suis jamais satisfaite. J'en voudrais toujours plus et toujours plus vite. Je suis très impatiente. Mon gros défaut, c'est l'impatience. Donc j'avais envie d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Est-ce que vous n'êtes pas dit, lorsque les Japonais vous virent, et puis en plus, gardent votre nom, vous n'avez plus le droit de créer sous votre nom, est-ce que vous n'êtes pas dit, j'ai voulu voir trop grand, j'ai voulu aller trop vite, trop loin? Non. Est-ce que vous n'avez pas regretté à un moment donné? Non, j'ai pas regretté. Ça s'est mal passé, Mais j'ai tout de suite... Bon, j'ai pas eu le temps vraiment de me poser de questions parce que ça a été très vite, que c'était très désagréable, c'est vrai. Ce qui était le plus désagréable, c'était de voir des vêtements porter mon nom que je n'avais pas créé. Ça a duré une saison, ça n'a pas été très long. Et puis de passer devant la boutique, j'osais pas passer, je faisais des détours pour ne pas passer devant les boutiques. Mais bon, très vite, on m'a proposé de travailler. J'avais besoin de travailler. En plus, je me suis retrouvée quand même sans travail, avec 2 petits-enfants. Et donc, bon, j'ai eu des propositions. J'ai travaillé tout de suite pour Wolford, avec qui j'avais créé 10 ans plus tôt les premiers cols en dentelle. Donc, j'ai travaillé pour eux comme consultante. Et ça m'a appris, en fait, ces 2 années m'ont beaucoup appris parce que j'ai travaillé avec des gros groupes, des grosses sociétés et ça m'a appris le marketing que je ne connaissais pas. Et ça m'a montré aussi que je pouvais travailler pour d'autres marques et créer avec un autre style que le style Chantal Thomas. Donc c'était une expérience très désagréable, mais une expérience qui m'a apporté des choses. Justement, à quel moment pensez-vous que les Japonais ont commis l'erreur fatale? Parce qu'au bout de 3 ans, eh bien, vous récupérez votre nom et en plus, eh bien, les magasins, les ventes ne marchent plus du tout. Écoutez, je pense que ça n'est pas arrivé qu'à moi. Je pense qu'il y a Jean-Louis Scherrer à cette époque-là. Oui, il y a eu Jean-Louis Scherrer un peu avant moi. Il y a eu Inès de la Fressange. Il y en a eu plusieurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les financiers ont pensé que les créateurs n'étaient plus si indispensables que ça. Qu'il y avait des équipes de style, que finalement le créateur, bon, il faisait son travail, mais que
Il était très capricieux, il obligeait à faire certains modèles juste pour le défilé. Enfin, il avait des défauts, que c'était difficile à gérer un créateur, alors que finalement, un bureau de style pourrait faire le même travail sans le créateur. Bon, les 3/4 de ces maisons se sont trompées et on s'est rendu compte que le créateur faisait quand même quelque chose dans une maison. Voilà. Était un petit peu utile. Était un petit peu utile, oui. Donc on poursuit votre parcours. Là, cette fois, nous sommes en 1998. Vous relancez votre nom en grande pompe. C'est aux Galeries Lafayette. C'est une inauguration qui va faire beaucoup de bruit. Et ensuite, eh bien, on va parler de votre vision de la femme. Vous, qui êtes une femme, Chantal Thomas, on regarde. Une photo pour immortaliser la scène. Les vitrines des Galeries Lafayette n'avaient jamais offert pareil spectacle. La styliste Chantal Thomas voulait faire parler de sa nouvelle collection de lingerie fine. Elle a provoqué une vive controverse sur ces mannequins vivants. C'est une atteinte à la dignité. Je pense que si on accepte un certain nombre de choses, ça prouve qu'on n'a plus le respect de soi-même. On peut crier, on l'a pas fait une seule fois. Alors en fait c'était là, je pense, dans cette vitrine ou l'autre, il y avait des femmes qui portaient de la lingerie Chantal Thomas et qui étaient derrière les vitrines. Et donc ça m'a rappelé immédiatement Amsterdam, où on a des prostituées derrière des vitrines. On est dans un contexte où il y a des violences, où il y a du sexisme, et donc c'est pas neutre. C'est ça que je dis. Quand on voit des animaux vivants dans des vitrines des mêmes grands magasins, parce qu'il y a un thème sur le cirque, on n'appelle pas Brigitte Bardot. Si n'importe quel créateur masculin l'avait fait, on aurait crié au génie. Quand une femme met des femmes en vitrine, on crie au scandale. Mais on oublie en fait ce qu'elle a voulu dire. C'est-à-dire ce qu'elle a utilisé comme espace, c'est l'espace d'une vitrine comme un théâtre. C'est-à-dire que finalement, ça gêne pas de voir des filles nues au Lido, mais ça gêne de voir des filles nues aux Galeries Lafayette. Moi, je me demande pourquoi quand même. En 99, l'épisode des Galeries Lafayette ravive les reproches des féministes à Chantal Thomas. Et oui, déjà dans les années 70, on lui reprochait sa lingerie sexy. Quand dans le monde entier les soutiens-gorge brûlaient, Chantal, elle, remettait les femmes en porte-jartelle. Soit dans les années 70 ou aujourd'hui, avec des trucs très machistes, complètement réac, elle estime faire de la provocation. C'est ça qui est absolument tuant. C'est qu'elle est absolument pas subversive, c'est quelqu'un de parfaitement conformiste. Ne jamais oublier que Chantal Thomas, son objectif majeur, c'est de vendre et pas de faire la révolution. Déshabillez-moi. Mais à l'époque, Chantal, elle, voyait les choses plus simplement. Dans les années 70, on trouvait que des lingeries catastrophiques. Vraiment, c'est-à-dire c'était du maintien, c'était absolument pas de la séduction. Et elle avait envie simplement d'être jolie dessous. Donc en fait, elle a créé sa propre lingerie. En fait, c'était ça, c'était vraiment un désir profond. Et je pense qu'on peut lui dire merci. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Ce qui choque en fait, c'est que Chantal est la première créatrice de prêt-à-porter à s'aventurer vraiment dans l'univers du sexe qui jusqu'alors était confiné aux boutiques coquines des quartiers chauds. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue. Les gens se font une idée de la vulgarité assez simple. La vulgarité, c'est ce qui les choque ou qui leur déplaît quand ils ne sont pas en participation. On dit toujours qu'une femme, elle a l'air d'une pute, dans la mesure où quelque part, c'est pas le genre qu'on voudrait qu'elle ait. Même si derrière ça, il y a beaucoup de désir. Par goût du jeu, Chantal va clairement s'approprier les fantasmes masculins. La courtisane, la femme de chambre délurée, la skieuse qui ferait fondre un glacier, et bien entendu, messieurs, votre secrétaire. Mais la créatrice ne se contente pas de copier ce qui existe déjà dans les sex shops. Elle s'est inspirée de ça, et quelque part, elle l'a interprété dans des beaux matériaux. Ce qui lui ont donné leur lettre de noblesse, et à partir de là, tout le monde a repris ça. Automatiquement, on se sent jolie dedans, on se sent attirante pour soi et pour l'autre. On oublie complètement ses défauts. Je peux avoir un peu de cellulite, de machin, ça passe complètement. Pour Chantal, je pense que les femmes, elles ne sont pas d'un bloc. Les femmes, elles sont multifacettes. C'est-à-dire qu'on peut être la maîtresse de quelqu'un, la femme du même ou de quelqu'un d'autre, la mère d'un troisième, et ça ne pose pas de problème. Grâce à cette politique, Chantal Thomas va séduire un large public. Et avec ses bas dentelles en 79, sa lingerie s'impose même comme l'arme fatale de la séduction. Tous les jours, on avait des femmes qui venaient se mettre sur un cahier, sur une liste d'attente pour qu'on les appelle dès que les bas arrivaient. Et le jour où les bas arrivaient en boutique, il y avait des queues, rue Madame, de femmes qui venaient acheter leurs bas. Dès lors, Chantal est sacrée papesse de la lingerie et comble de l'ironie, pour déshabiller les femmes, elle va même aller piocher dans l'armoire de leur mari.
Elle utilise les rayures tennis, les cravates, les bretelles qu'elle détourne avec des petits smocks et de la dentelle. Elle rend les femmes maîtres du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, messieurs. Chantal ne vous oublie pas pour autant. Qu'un homme demande à une femme de lui plaire, c'est pas un drame non plus. On a le droit d'avoir des envies. Et c'est mieux que de divorcer parce qu'on ne s'est pas entendu sur ces problèmes-là. Alors, oui, les féministes. Dentelière de charme. Bon, les féministes, ça a été effectivement, mais ça m'a troublée. Parce qu'en fait, j'avais pas tant eu de problèmes dans les années 70, j'en ai pas eu dans les années 70. Parce que très vite, quand j'ai commencé la lingerie, les femmes m'ont suivie, parce que je pense qu'elles étaient toutes comme moi. Ma génération manquait de quelque chose aussi. Il n'y avait pas de choix, c'est-à-dire que la lingerie était plutôt chère, fonctionnelle. C'était fonctionnel. Puis c'est vrai qu'on avait enlevé les soutiens-gorge. C'est vrai que moi, à 25 ans, quand j'ai commencé la lingerie, j'en avais jamais porté. Ça n'existait pas dans la garde-robe d'une jeune fille. Ça n'existait plus. Les bas non plus, les porte-jartelles non plus. J'avais tout de suite commencé avec le collant. Donc, bon, les féministes, l'histoire féministe de Guerrières Lafayette, ça a été très choquant. Bon, je pense que ces jeunes femmes, dont une d'ailleurs qui maintenant est à la mairie de Paris, avaient vraiment besoin de faire parler d'elles, parce qu'on ne la connaissait pas du tout. Les chiennes de garde, personne ne savait qui c'était. Donc c'est tombé à un moment où tout à coup c'est devenu une discussion, mais ça a fait des émissions de télévision. Je crois que j'ai eu les cassettes, j'ai eu, je pense, 3 heures de débat à la télévision, 4 heures à la radio, ça a été quelque chose d'insensé. Mais vous lui montriez quoi, en fait? Vous lui montriez Je voulais montrer un happening, je voulais montrer de la jolie lingerie, un retour, effectivement, alors que j'avais disparu pendant 3-4 ans, d'une manière spectaculaire. C'est vrai que j'ai toujours été provocante. Enfin, je veux dire, il y a une forme de provocation dans ce que je fais et dans ce que j'aime. Donc je voulais le montrer comme un happening, comme une petite pièce de théâtre avec des jolies filles qui n'étaient pas du tout provocantes, avec une lingerie qui n'était pas provocante. Ça se passait 2 fois une demi-heure dans la journée et c'était plutôt joli. Bon, je pensais qu'on allait en parler, c'est clair. Je ne pensais pas qu'on allait en parler à ce point-là. Mais finalement, c'était pas si mal. Hein. Ça a été un énorme coup de pub. Ça a été un coup de pub formidable. Oui. Que répondez-vous à Clémentine Autain, qu'on a entendue, qui est cofondatrice de Mix Cité, qui dit que vous n'avez rien révolutionné, que vous êtes conformiste et qu'en fait, vous faites tout ça, grosso modo, bien pour vendre, pour gagner de l'argent? Écoutez, je pense qu'elle ne connaît pas l'historique. Je pense que c'est une jeune femme qui ne connaît pas, qui n'est pas très intéressée par la mode en général. Et je pense qu'elle ne connaît pas mon histoire, que peut-être cette émission lui renseignera un peu mieux. Et que, bon, je suis conformiste, je dirais non, je pense pas. Je pense que si j'avais été conformiste, j'aurais pas démarré tout ça à cette époque-là. Je pense que, de toute façon, moi, j'assume parfaitement ma féminité. Je pense que les 3/4 des femmes le font. Et que c'est un plaisir pour soi, la lingerie, avant tout. C'est bien sûr pour séduire, mais c'est avant tout un plaisir pour soi. Si elle l'a pas, tant pis pour elle. Ça aurait été considéré comme un coup de génie si ça avait été un homme, pensez-vous? Ah oui, je pense. Oui, je pense que certaines, effectivement, mais même durant toute ma carrière, souvent, je sentais que, je dirais 1 an ou 2 ans plus tard, un créateur masculin faisait quelque chose et c'était plus facilement accepté. C'est vrai que les femmes acceptent moins facilement quelque chose d'autres femmes. Et vous pensez que vous avez inspiré des créateurs parce qu'en 1980, dans les années 80, votre coup de génie, l'un de vos coups de génie, c'est de faire passer les dessous dessus. Oui, pour qu'on les voit vraiment, hein. Oui, en fait, très tôt même. Je pense que je me souviens plus très bien des dates et j'ai du mal à repérer avec les défilés, etc. Mais je pense que même vers 75, enfin même 72, j'ai dû commencer à faire des bustiers que je mettais sur les vêtements. Alors bon, c'est quelque chose qui, c'est vrai, a inspiré des gens. Oui, c'est clair. C'est clair que les combinaisons dans la rue, enfin les combinaisons pour sortir le soir, je les fais dès 70, 72. Oui, ça a inspiré des gens, c'est clair. Que le côté lingerie qu'on a vu, les tops pour sortir, les bustiers, la lingerie dehors et toute cette mode en fait de prêt-à-porter très lingerie, ça a dû inspirer, oui. Et vous allez chiner du côté de Pigalle, des sex shops? Jamais, non. Non, jamais, en fait. À la limite, je peux m'inspirer, je regarde toutes les pin-up des années 50, les pin-up américaines, des vieux films. Ça m'inspire plus que les sex shops, où je trouve que c'est quand même pas très flatteur, et c'est en général des vilaines matières. Enfin, oui, ça a dû m'arriver dans les années 70, quand je trouvais vraiment rien.
Parce mais que pas depuis. dans le sujet, votre ami Romain, qui est peintre, dit que vous êtes inspiré en tout cas des sex shops et que vous l'avez travaillé avec des matières absolument magnifiques et très nobles. Non, je me suis inspirée du côté pin-up, du côté cliché en fait. Du côté cliché des pin-up américaines par exemple, de Vargas, que j'adore, où elles sont effectivement petites bonnes en soubrette, en train de faire du ski. Enfin oui, c'est le côté pin-up américain, le pin-up qui m'a inspirée plus que le sex shop. C'est pour répondre aux désirs des hommes et se faire plaisir à soi aussi. Oui, et puis c'est aussi pour le jeu. Je trouve que bon, c'est avant tout pour se faire plaisir à soi, parce que je pense qu'on séduit les autres en se plaisant soi-même, enfin en se sentant belle. Vous êtes également inspiré du dressing des placards des hommes. Vous leur avez piqué les cravates. C'est quoi? C'est très sexy, une fille en culotte avec une cravate? Non, mais je pense que ce qui est sexy, pour moi, ce qui est sexy, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire que je trouve, moi, qu'un décolleté provoquant, plus des bas, plus des talons hauts, plus une mini-jupe, c'est trop. Alors que si on met effectivement une veste d'homme sur un bustier ou des talons hauts avec un pantalon d'homme, je trouve que le mélange, en fait, j'aime bien l'ambiguïté des choses. Et je trouve que ça apporte quelque chose de donner ce côté. Et puis, c'est aussi le jeu du côté de la femme forte, de la femme en même temps séductrice, mais en même temps femme forte. Votre vision de la femme, vous n'êtes pas macho. Si on vous dit Chantal Thomas est macho, vous répondez quoi? Non, je ne suis pas macho du tout. Non, je suis féminine et même féministe. Quand vous dites féministe, pourquoi et dans quelle mesure? Bon, j'aime beaucoup les femmes. J'aime les femmes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'une jolie femme, que toutes les femmes ont quelque chose à mettre en valeur, et que c'est bien de les aider et que je suis contente de les avoir aidées, qu'une femme peut avoir un joli décolleté, si elle dévine une jambe, elle les cache. On a toutes quelque chose à montrer. Et on a toutes envie d'être bien dans sa peau et de se sentir belle. Et c'est vrai que une lingerie, ça aide à faire passer ses petits défauts et sa cellulite, comme disait Claire tout à l'heure. Claire Mabru dans le sujet. Oui, absolument. On vous avait bousculé ce vestiaire intime, on l'a vu passer les dessous dessus. Vous avez été la première à explorer l'univers du sexe et vous ne vous êtes pas engouffré dans un créneau. C'est celui du porno chic avec des accessoires un peu classe et sexuel et coquin. Oui. Pourquoi? Est-ce que vous avez raté le coche ou est-ce que volontairement vous n'avez pas voulu y aller? J'ai pas raté, j'ai pas eu envie d'y aller en fait, parce que si vous voulez, j'essaie depuis toujours de faire des choses dont je peux parler. J'ai pratiquement jamais accepté une collection, une licence qui soit quelque chose sur lequel je ne peux pas m'exprimer. Bon, les sextoys, c'est certainement très bien. Je me sens pas de m'exprimer dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas... écoutez, c'est peut-être une question de génération. Je trouve ça, c'est certainement très amusant. Personnellement, j'ai toujours un monsieur à la maison, donc j'ai jamais eu besoin. Mais il y a des petites choses qui m'amusent. Par exemple, ça m'amuse de faire des menottes, enfin des petits bracelets menottes, du jeu. Mais je trouve que quand ça touche trop la sexualité, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est plus la sensualité. C'est votre pudeur qui revient au grand galop? Oui, sans doute, oui, peut-être. Alors pour mieux vous connaître, on vous a suivi au cours de l'un de vos passe-temps. C'est chiné, c'est la décoration et on regarde et on en parle après. Là, soit tu regardes les lustres, là, moi j'aime pas du tout. Non, ça j'aime pas non plus. Non, mais par contre, il y a un joli miroir en coquillage. Mais il m'en faut deux. Bonjour. Pour la salle de bain, coquillage. Chantal Thomas est une chineuse. Marchée aux puces, brocante, vide-grenier, elle prend le temps de choisir les objets qui vont habiller son univers. Et avec ça, elle ne rigole pas vraiment. Oh, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, ça pourrait même être bien pour notre salle de bain. Parce que je rajouterais un motif dessus. Bon non, c'est bien piqué comme ça. Et je rajouterais des motifs avec des nœuds et des fleurs. Et le fait que ça soit piqué comme ça, Le fait que ça soit piqué comme ça, c'est justement ce qui fait vieux, voyons, Michel. Oui, ok, pardon. Je t'en mettrai un tout clean, tout propre pour toi dans ta douche, à côté de ta douche. Comme elle est très rapide, elle repère très vite les choses. Alors, à la limite, l'attitude, c'est qu'est-ce qu'elle a vu? Elle l'a déjà dans la main. Il y a toujours des trucs étonnants quand même. Regarde ça. La vitrine avec les œufs, c'est hallucinant ça. Imaginons aujourd'hui que je fasse un effort et que je mette une table. Je peux vous garantir que la table, elle va être embellie dans les 10 minutes qui suivent avec des accessoires auxquels je n'avais pas du tout pensé. Hein. C'est clair.
Mais si Chantal tyrannise ses proches pour embellir sa table, c'est évidemment, selon elle, pour leur bien. C'est une hédoniste, c'est-à-dire que chaque chose, elle va essayer de la mettre en scène avec art, en fait. C'est plus la notion de gourmandise, finalement, et de recherche de plaisir absolu que la notion de luxe qui prime chez elle. La créatrice est délicate, mais elle a du caractère et sait ce qu'elle veut. Demandez donc au décorateur de sa boutique parisienne. J'avais fait une petite banquette, pensant que ça reflétait, je dirais, ce que Chantal attendait. Et Chantal, visiblement, a choisi de la retirer. Mais je pense que ça, c'est ou un meuble qu'elle a trouvé, qu'elle a chiné, ou un meuble dont elle a récupéré la carcasse, a priori, et qu'elle a recouvert avec, je dirais, avec son univers. Le passepoil qu'elle a été fait avec du tissu et de la dentelle dessus. Voilà. Et des portes, des toutes petites portes, des portes pas très grandes. Je cherche 2 portes de placard, mais vous avez que du grand, vous. Oui, non, j'ai du grand. Et cette perfection, Chantal la veut pour elle, mais aussi pour ses clientes. Quand on rentre chez un créateur, c'est bien de rentrer dans un univers. Et en fait, Chantal, quand on rentre dans ses boutiques, on pénètre dans son univers. C'est-à-dire qu'elle veut recevoir ses clientes comme elle recevrait ses amis, dans une atmosphère de boudoir. C'est le cocon. Chez moi, il faut que ce soit rassurant, confortable. Chantal ne serait donc qu'une maîtresse de maison très exigeante? Je trouve qu'elle a un côté maîtresse au sens physique du terme, quoi. On sent qu'elle pourrait mettre un petit coup de cravache. Mais elles sont électrifiées ou pas déjà? Non, bah pense au 18e, chérie, comment veux-tu que ça soit électrifié? Madame Thomas aime recevoir, mais son amour des belles choses est aussi un combat plus sérieux pour défendre une certaine idée de la vie et du travail bien fait dans une époque où tout s'uniformise. Je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment sensible au travail de l'artisan. Que ce soit une porte, que ce soit le bois, que ce soit de la dentelle, que ce soit, je sais pas moi, un lustre. C'est quelque chose qui la touche, c'est quelque chose qui lui parle. Oh, le plateau de la console, mon Dieu, la taille. C'est les valeurs qui sont celles de la famille, qui sont celles de l'amitié, qui sont celles aussi de la maison, du home sweet home, de la célébration du lieu où l'on vit. Et puis, c'est aussi définitivement des valeurs comme celle du travail, parce que dans la vie de Chantal, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il faut que je fasse le point de ce que j'ai déjà, tu comprends? Parce que j'ai peur de me retrouver avec des trucs que je vais pas savoir où mettre, parce que j'en ai trop. Alors Chantal Thomas, avec la déco, on ne plaisante pas. Hein. Non, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore ça. Ça m'amuse, ça me plaît autant que la mode. Vous êtes d'une exigence folle. Oui, mais je crois que je suis exigeante pour tout. Alors bon, peut-être qu'effectivement, pour mon entourage, de temps en temps, c'est quelquefois difficile. Mais bon, je suis exigeante pour moi aussi. Et c'est vrai que la boutique, ça comptait beaucoup, parce que j'en avais pas eu depuis 7-8 ans. Et que j'avais pas envie de refaire, en fait, un boudoir comme ce que j'avais fait il y a 10 ans. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Christian Gion, parce que c'était un designer contemporain, avec des idées contemporaines et modernes. Donc on a travaillé ensemble. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Hein. Il avait ses idées, moi les miennes. Il est aussi exigeant que je le suis. Donc bon, c'était une expérience. Mais je trouve que le résultat est formidable, si vous voulez. Il a apporté des idées extraordinaires. Il a apporté ce mur capitonné en corian, il a apporté les meubles qui sont magnifiques. Mais cette banquette, elle vient d'où, Chantal Thomas? Alors cette banquette, c'est un créateur qui s'appelle Serge Olivares qui l'a faite pour la boutique parce que ce premier étage n'était pas assez encore boudoir. Donc je trouvais, si vous voulez, que le côté contemporain, moderne du rez-de-chaussée était formidable et que le premier, ça devait être plus cosy. Voilà. C'est quoi? C'est un cocon, la boutique? C'est comme si vous receviez chez vous, comme oui, dit Geneviève Lafosse, c'est-à-dire que les clientes doivent se sentir bien. Ce sont des valeurs fondamentales. C'est un endroit où on doit se sentir bien. Bon, c'est un endroit, il ne faut pas oublier qu'on vend de la lingerie, c'est pas comme des vêtements. Bon, c'est toujours, moi j'ai toujours trouvé terrible de se déshabiller dans une cabine quand on essaye un maillot de bain au mois d'avril. Qu'on est blanche. Et qu'on est blanche et que la lumière est verte. Donc j'ai fait attention à tout ça. J'avais envie que les femmes se sentent bien parce qu'automatiquement elles se déshabillent pour essayer de la lingerie, donc vraiment pas mal. Et le rose, ça donne bonne mine, la lumière est jolie et on a envie de se sentir bien. Et c'est vrai que, bon, dans un endroit où on se sent bien, on a plus tendance à se laisser aller et à choisir des choses qui vous plaisent. Et puis il y a même ces mules qu'on chausse lorsqu'on entre chez vous. On peut chausser les mules aussi, oui, absolument. Donc il y a vraiment la notion
de confort, de cocon. Votre ami disait que ce sont, et Jean-Charles de Castelbajac le disait, qu'il y a des valeurs qui sont très fortes chez vous, d'amitié, oui, de travail. Oui, c'est vrai, une valeur de travail, oui, parce que si vous voulez, je pense qu'on... Je veux dire, bon, le travail, pour moi, c'est quelque chose qui doit être en même temps un plaisir. J'ai la chance, depuis toujours, de faire quelque chose que j'aime. Et de me passionner, en fait, et toujours de me passionner pour ce que je fais. Quoi que je fasse, tout nouveau projet est pour moi quelque chose d'excitant. Donc le travail est important parce que je l'aime, c'est tout. Je pense que si on fait quelque chose d'ennuyeux, on a envie de s'arrêter. Et on a envie de travailler moins. Alors je suis assez perfectionniste, j'aime pas quand c'est mal fait. Et je m'en veux si j'ai bâclé quelque chose. Donc je préfère pas le bâcler, voilà. Et vous avez cet amour eh bien des métiers, du savoir-faire à l'ancienne. Oui. Notamment, vous aviez fait faire cette dentelle à Calais spécialement pour vous. C'est important pour vous, ce savoir-faire. C'est quoi? C'est de la nostalgie, la mélancolie, la peur que ces métiers disparaissent? Qu'est-ce que c'est? Je trouverais désolant que ces métiers disparaissent, oui. Absolument. Je trouve qu'on a fait des choses extraordinaires. Il y en a beaucoup qui ont déjà disparu. Alors c'est vrai que je vais souvent à Calais pour faire les dentelles, parce que je trouve magnifique de voir travailler ces métiers qui travaillaient au XVIIIe siècle, et qui travaillent à la fin du XVIIIe, et qui travaillent encore, et qui ont su évoluer. Si vous voulez, ce que j'aime en fait dans les choses anciennes, c'est leur évolution. C'est le fait que ça ait pu exister et que ça existe encore, mais qu'on les adapte au goût du jour. Alors bon, c'est vrai que je trouve extraordinaire le travail des brodeurs, les plumassiers, enfin tout ce qui peut exister dans la mode d'artisanal est merveilleux, mais je trouve aussi qu'un ébéniste, c'est extraordinaire. Oui, je suis attachée à ça parce que je pense que j'ai besoin, moi, d'ancien pour créer du neuf. Si vous voulez, j'aurais été incapable de faire, comme Courrèges, par exemple, quelque chose de vraiment complètement neuf, enfin d'innovant. Mais j'ai besoin d'un petit truc, d'un petit démarrage d'ancien pour créer du neuf. Et en même temps, vous travaillez avec des matières je travaille avec très modernes. Je travaille avec des matières très contemporaines. Je fais développer des matières. Oui, je pense que j'ai été dans la première à travailler avec les lycras, en fait, la lingerie avec du lycra, avec des stretch. Parce que je trouve que c'est indispensable. Oui, on doit évoluer, bien sûr, avec son époque. Mais une jolie petite dentelle ancienne sur un body, par exemple, ou un soutien-gorge, dans une microfibre stretch, ça amène la petite touche d'humanité. Avec quelle matière préférez-vous travailler aujourd'hui? J'aime toutes les matières qui sont douces à la peau, puisque je travaille la lingerie. Mais j'ai toujours aimé, de toute façon, par exemple, là on voit derrière un manteau de plume des années 80, 85, je ne sais pas. Parce que c'est doux, j'ai travaillé beaucoup à une époque l'angora. Je faisais des pulls en angora très très doux, ou en mohair, le cachemire et la soie, évidemment. Et bon, qu'est-ce que j'aime? La dentelle, énormément. La chantilly, la dentelle chantilly, le satin, les matières qui brillent, les matières qui sont douces. Quand vous retournez sur ces années de création, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Oh, écoutez, ça c'est difficile comme question. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Je pense que j'ai malheureusement perdu quelques années. Je pense que j'ai pas encore... je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que quand je vois des images que je n'ai pas vues depuis 10 ans, 15 ans, je me dis bah, ça c'était bien quand même. Et j'ai oublié, en fait j'oublie très vite. J'oublie le passé et je pense qu'à l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a des choses dont je suis assez fière et des choses que j'aime moins, mais dans l'ensemble ça va bien, oui. Vous êtes fière de quoi? Je suis fière de certains vêtements, de certaines créations, parce que justement elles ont servi à inspirer des générations et des tas de gens et des tas de créateurs. Exigeante et généreuse? Généreuse pour vos amis, les clientes? Oui, généreuse pour les femmes en général, parce que j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de leur faire plaisir pour qu'elles se sentent bien. Bon, bah, généreuse par rapport à mes amis et mes enfants et ma famille, ça c'est eux qui peuvent vous le dire. Je ne sais pas. Exigeante? Exigeante, oui. À l'extrême? Non, pas à l'extrême, il ne faut pas exagérer. Non, exigeante par rapport à mon travail, oui. Je veux dire, si vous interviewez quelqu'un qui travaille avec moi, on va vous dire, elle n'est jamais contente. Et c'est vrai, parce que ce n'est jamais exactement... Enfin, si, ça m'arrive d'être contente. La boutique, je suis très contente. Mais c'est vrai que je vais aller à la boutique et je vais voir le petit truc. J'ai toujours vu le petit truc qui n'allait pas. C'est-à-dire, quand on avait, par exemple, un stock de 1000
1000 soutiens-gorge, il y a un stock de 1000, je tombe sur celui sur lequel il y a le petit défaut. Voilà, bon, c'est comme ça. Et ça vous rend folle. Et ça me rend folle. Merci infiniment, Chantal Thomas. Merci beaucoup. C'était un plaisir, un grand plaisir de vous recevoir. Voilà, puis je tenais bien à montrer ce livre Plumes et dentelles. En fait, ce sont 8 auteurs qui ont écrit 8 nouvelles. Leur source d'inspiration, on leur a envoyé l'une de vos parures. Et ça donne des nouvelles étonnantes. Oui, c'est très amusant en fait. On voit justement comment les gens réagissent. Et c'est drôle, il y a des choses très spéciales d'ailleurs. Et les photographies sont de Hélène Van Alors Unvert. oui, en fait, on a illustré ce livre avec les photos de la prochaine collection, la collection d'été, qui sont d'Hélène Van Unvert, avec lequel je travaille depuis 3 saisons et qui est une photographe que j'admire beaucoup. Merci Chantal Thomas. Et puis très bonne fête. Merci, à vous aussi. Et puis bonne fête à tous. On se retrouve l'année prochaine pour continuer à parler de mode sur le plateau de l'Atelier de la Mode.